Sophie me connaît. Donc on va entrer dans le monde du sérieux, celui de l'institution, celui où on voit des choses merveilleuses, anciennes, très anciennes, moins anciennes et contemporaines. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Sophie Lévy. Je pense que maintenant vous la connaissez tous puisque depuis 2009, elle est conservatrice directrice du LAM, Lille Art Moderne, qui donc présente à la fois la donation Mazurel, du tilleul Mazurel, et la donation La Racine, qui est de l'art brut. Donc si vous allez dans son musée, eh bien, vous pouvez voir ces trois formes artistiques, les deux étant liés, puisque l'art moderne n'est que le passé de l'art contemporain, et l'art contemporain que le futur de l'art moderne, l'art brut étant un élément un peu périphérique, mais je ne m'avance pas. Allez-y. Et non, que dire, si ce n'est que nous devons notre existence au collectionneur, en fait. Sans le collectionneur, sans Roger Dutilleul, le musée n'existerait simplement pas. Je ne sais pas s'il y en a... Je n'ai pas compté le nombre de musées dont la naissance est complètement liée à une collection. Il n'y en a pas tant que ça. Les musées des Beaux-Arts de Lille, Vicard. Non, mais c'est pas l'origine, forcément, c'est pas le point de départ. Le point de départ des grands musées des Beaux-Arts, c'était les dépôts de l'État et les récupérations révolutionnaires. Voilà, avant le collectionneur, il n'y avait rien. Le collectionneur arrive et donne cette petite collection, parce que son premier don, le don de la collection Mazurel, c'est 400 œuvres. Donc vraiment, c'est tout petit, mais collection de chefs-d'œuvre. Et donc, c'est à l'origine de la création du musée. Donc ça, c'est évidemment, ça signe d'une certaine manière, dès l'origine, notre lien très très fort avec les collectionneurs. Mais évidemment, en 30 ans, les choses ont beaucoup changé. Les collectionneurs sont toujours présents. Ils apprennent aussi, d'une certaine manière. C'est aussi une école du collectionneur, le musée. C'est parce qu'on a vu, parce qu'on a admiré certaines œuvres. Je pense qu'il y a certainement plus de collectionneurs dans les régions où il y a un musée d'art moderne et contemporain que dans les régions où il n'y en a pas, par exemple, parce que c'est une école du regard qui sert pour collectionner. Ce qu'on a mis en place assez récemment, d'ailleurs Philippe Villelem est dans la place, c'était une initiative de Philippe Motte qui a voulu créer à la manière, mais évidemment de manière beaucoup plus modeste, de ce qu'a fait le Musée national d'art moderne, un cercle de collectionneurs. Et ce cercle ne se contente pas d'aider financièrement à acheter une œuvre, il propose des œuvres et des artistes, comme le fait le cercle du MNAM. Alors là, nous avons des moyens beaucoup plus modestes, mais ce qui pousse à l'inventivité. Et c'était absolument fascinant pour moi de voir, bon, d'abord cette idée que le collectionneur s'investit beaucoup plus, donc ça rejoint ce que vous disiez, le désir du collectionneur qui n'est pas seulement maintenant de soit donner une œuvre, soit de signer un chèque, mais d'une certaine manière de participer à l'aventure du musée en allant lui-même à la quête des œuvres et des artistes. Ce qui était fascinant, c'était de voir que le travail des collectionneurs rassemblés ressemblait beaucoup au travail des conservateurs, puisqu'ils ont dû regarder notre collection, en comprendre les lignes de force. On ne part pas de rien. Il y a une responsabilité collective de la collection publique, qui fait que probablement les musées d'ailleurs achètent beaucoup moins bien que les collectionneurs, parce que cette responsabilité publique collective pèse sur nos épaules et nos consciences, d'autant plus que les œuvres restent, puisqu'on ne peut pas les revendre ni les échanger. Donc ce que nous le faisons, et ça c'est un peu écrasant, pour l'éternité. Et donc c'était fascinant de voir ces collectionneurs, d'une part, faire partir à la recherche, essayer de comprendre les enjeux de l'institution, essayer de comprendre cette responsabilité, ensuite débattre entre eux, ce qui nous arrive aussi évidemment dans les musées, et puis jusqu'à parvenir à un choix qui n'était finalement pas si éloigné de celui qu'on aurait pu faire à partir d'un budget similaire. Et nous étions, Marc Donadieu, le conservateur pour l'art contemporain, et moi-même, que des observateurs, pas totalement passifs,
mais presque. Le musée est pauvre, relativement maintenant. Les collectionneurs sont devenus beaucoup plus... une force de frappe financière beaucoup plus importante. On s'en rend compte quand nous, les musées, nous allons à Bâle. On me dit, poussez-vous là, parce qu'il y a un vrai collectionneur à côté de vous. Donc on a bien compris qu'on était devenus des petits joueurs dans le grand jeu du marché de l'art contemporain. Mais finalement, notre seule force, notre seule puissance et notre seul... c'est le temps. Puisque justement, il y a cette dimension d'inaliénabilité qui n'existe pas aux États-Unis. Mais du coup, quand un collectionneur veut que sa collection soit là pour toujours, normalement, il peut compter sur le musée. Donc voilà, je nous compare souvent, c'est pas forcément très poétique comme comparaison, à une toile d'araignée. Nous avons le temps pour nous. Et les œuvres finissent toujours par revenir au musée. Donc nous les attendons patiemment pour leur donner évidemment ce supplément d'âme qui est l'éternité. Voilà ce que je peux dire sur l'institution et le collectionneur. Vous avez peut-être des questions? Moi, je voudrais faire un tout petit point d'histoire. Je collectionne depuis longtemps et j'ai vu se modifier les choses dans le temps. Il y a eu un moment qui était charnière et on va fêter en octobre 2015 le 20e anniversaire d'une exposition qui n'était pas mieux ou moins bien que d'autres expositions, que celle d'avant ou que celle d'après, mais elle était uniquement faite d'œuvres provenant de collections privées. Ça s'est appelé Passion privée et ça a été le fait de Suzanne Paget, à l'époque conservatrice en chef, parce que le mot chef était important pour elle, du musée d'art moderne de la ville de Paris et de l'ensemble de son équipe. Ils avaient sillonné la France, visité nombreuses collections privées, donc n'étant pas de musée, et avaient sélectionné 83 prêteurs qui collectionnaient des œuvres de 1900 à 1985, puisque c'était la date de l'exposition. Donc ça s'est parfaitement bien passé et il y a eu un après. Et cet après, il était tout à fait dans la logique de ce que Suzanne Paget voulait faire, parce qu'elle disait « J'en ai assez d'entendre qu'en France, il n'y a pas de collectionneurs ». Et donc, elle a démontré qu'il y en avait, et elle a démontré, Sophie vient de le confirmer, qu'ils sont actifs, dynamiques et entreprenants. Ma question, c'était un peu long, mais j'ai une question. Est-ce que le fait qu'avant 1995, il n'y ait pas de collectionneurs était le fait de l'institution? En fait, il y avait des collectionneurs, d'ailleurs, vous l'avez dit, c'est juste qu'ils n'étaient pas montrés dans le musée, c'est ça? Parce que ces collections, j'ai vu cette exposition, c'était mes débuts, c'était les débuts de ma carrière, donc j'ai vu cette exposition, je me souviens très bien de cette exposition, et c'était des collections anciennes, souvent qui avaient commencé 30 ou 40 ans auparavant. Donc ce n'étaient pas des jeunes collectionneurs qui étaient présentés par Suzanne Paget, qui avaient un certain niveau d'exigence, comme vous le savez. Si, j'étais jeune collectionneur, j'avais 20 ans de moins, alors j'étais encore jeune. Et il y en avait autour de moi, Daniel Bosser, Raymond Azibert. Il y en avait des jeunes, mais il n'y avait pas plein que de jeunes. des jeunes. Ah, bien entendu, bien sûr, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, la question que je posais, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, il y a un mariage assez fort entre l'institution française et le collectionneur privé. Par exemple, je vois nos amis belges là, la Belgique, c'est pas du tout la même organisation. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un mariage. Il y a par exemple le FRAC Nord-Pas-de-Calais, il y a dans la commission au moins un collectionneur. Il y a le FNAC, le CNAP maintenant, sur les 14 membres, il y a 2 collectionneurs. Mais d'abord, c'est toujours homéopathique, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Et quand Sophie, vous nous parlez de Pompidou, le PAC, auquel j'ai participé à peu près à tout. Mais enfin, le PAC est bien maîtrisé
par les conservateurs de Pompidou. On ne peut pas acheter n'importe quoi. On ne peut pas dépenser nos sous pour acheter n'importe quoi. Alors, question, est-ce qu'aujourd'hui, l'omniprésence de l'institution n'est pas un élément qui tente à bloquer un peu les collectionneurs? Je ne vois pas du tout. Je vois pas. Moi, j'avais aussi une question. Tout à l'heure, vous disiez que les collectionneurs actifs autour du musée aident au financement de ce musée pour acquérir des œuvres. Mais y a-t-il encore des collectionneurs aussi qui veulent faire des dons au musée? Et de quel ordre? En ce moment, il y a encore beaucoup de dons pour l'art brut. Ça va probablement pas durer encore très longtemps, mais dans la dynamique de la réouverture du musée, il y a eu énormément de dons d'art brut. Il y en a eu beaucoup moins d'art contemporain et pas d'art moderne. Voilà, pour vous résumer. Mais les dons d'art brut ont été encore très importants. Mais il y a moins de dons. Enfin, cela dit, je n'ai pas fait une étude sur les 30 ans de l'histoire du musée, une étude. Donc peut-être que c'est une fausse impression. Mais en tout cas, de l'art brut, oui. Pardon. Dans la commission d'achat du FNAC, à l'époque, il y avait un moment où on examinait les dons, et on a refusé d'ailleurs, mais il y avait un certain nombre de dons, soit d'artistes, soit de collectionneurs, pour rejoindre le patrimoine national. Donc il y a encore. Oui, moi je voulais en profiter pour poser la question des fracs. Il y a un problème, moi, qui m'interpelle profondément. Le frac Nord-Pas-de-Calais. Oui. Le frac Nord-Pas-de-Calais, j'y suis allé encore mercredi dernier. L'accrochage, je trouve l'accrochage toujours superbe, les pièces absolument superbes. Et un jour, dans un petit colloque intérieur, j'avais posé la question de savoir, les fracs, c'est une association. Pourquoi est-ce qu'ils ne revendraient pas leurs pièces? Quand je vois le Gerhard Richter qui s'est vendu chez Sotheby's il y a 3 jours, 48 millions de dollars, je me dis, merde, au frac Nord-Pas-de-Calais, il y a 2 Gerhard Richter, dont un qui ressemble assez étrangement à celui qui s'est vendu 48 millions de dollars. Et je me dis, c'est quand même un peu dommage de stériliser autant d'argent dans un frac. Et c'est dommage de rester sur ces schémas qui sont complètement à bout de course. Alors, je sais bien qu'en France, on a beaucoup de mal à réformer, mais je trouve que le problème des fracs, quand on reste à 100 000 euros d'achat par an ou 150 000 euros d'achat par an, on pourrait peut-être se reposer la question. Moi, c'est vraiment un sentiment profond que j'ai et je regrette qu'on n'ose pas poser la question. Non, mais en effet, rien techniquement n'empêche les fracs de revendre, puisque ce sont des associations et que donc leur propriété est privée. Ce qui gêne aux entournures, c'est que les fonds qui ont servi à acheter ces œuvres sont publics. Voilà. Mais techniquement, juridiquement, d'ailleurs, je faisais partie du conseil d'administration du FRAC Bourgogne à l'époque et on avait bien constaté que techniquement, rien n'empêchait de revendre les œuvres. Et ils avaient aussi un très beau Gerhard Richter historique au FRAC Bourgogne. C'est un débat. Pour les musées, c'est plus compliqué parce que justement, les musées américains revendent, mais ils revendent parfois des œuvres données par des collectionneurs. Donc si le collectionneur donne avec cette idée justement d'éternité ou d'inaliénabilité et qu'après 20 ans plus tard on revend l'œuvre, on perd la seule richesse qui est la nôtre, qui est justement l'impossibilité de revendre. Il faut bien qu'il y ait une ligne. Il n'en reste pas beaucoup des lignes non franchies, mais celle-là elle compte quand même un peu. Il y avait une belle formule, tout à l'heure je vous ai parlé de la parole d'Antoine de Galbert, maintenant je vais citer Alfred Pachman, qui a jusqu'il y a quelques mois été directeur du MNAM, plus connu sous le nom de Pompidou, et à la question d'un collectionneur qui lui disait « Est-ce qu'on peut donner notre collection à un musée ?» Et il disait, je ne sais pas, il était peut-être d'un moment...
plein d'humour, et il disait, vous savez, si vous donnez un grand musée, Pompidou, vos pièces ne seront jamais montrées parce qu'il y en a tellement qu'elles rejoindront les réserves et qu'elles ne ressortiront presque jamais. Si vous donnez un petit musée, elles seront accrochées, mais comme personne ne visite ce musée, elles ne seront pas vues non plus. Donc c'était une solution qui était une possibilité. Des questions sérieuses plutôt que... Oui, bonsoir. Question régionale sur l'art brut. Je crois que ça s'appelle la ferme aux avions, qui était sur l'autoroute de Dunkerque. Est-ce que vous êtes intéressé par l'achat, si c'est en vente, des avions, enfin tout ce que collectionnaient ou fabriquaient ces deux frères? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne m'attendais pas à cette question ici, je dois dire. C'était un site. Et il avait un sens comme site. Donc on s'est énormément investi pour le documenter d'abord. On a produit une maquette, des photos, pour en garder une trace, parce que ces sites sont toujours très fragiles. Au moment de la disparition ou dans le cas du départ dans une maison de retraite des propriétaires, artistes, auteurs de ces lieux, il y a toujours une volonté, soit des héritiers, de se débarrasser de l'ensemble assez vite. Et donc, il y a eu beaucoup de cas de destruction. Les démanteler n'a souvent qu'un sens limité. Alors, on a accueilli au LAM un certain nombre comme ça de pièces, en particulier de Wiesn, qui était quelqu'un qui avait une scierie dans les Ardennes belges et qui avait complètement transformé son environnement en une forêt de totems en bois. On en a accueilli quelques-uns. On accueille comme ça quelques éléments. Ça perd quand même très très largement son sens quand c'est déplacé dans un musée. Je trouve que c'est encore plus vrai dans le cas de la ferme Van Abel. Donc on ne nous a pas encore approché, puisque c'est une question qu'on m'a déjà posée par rapport à cette question de la ferme. Moi, j'aurais beaucoup préféré que le site soit préservé là où il est. Un avion, un élément comme ça dans le parc du LAM, pour moi, ça n'a à peu près aucun sens. Et ça ne devrait n'en avoir aucun pour celui qui l'a créé. À part juste l'idée du musée, mais les choses, c'est pour ça aussi que je posais la question sur la manière dont les choses étaient présentées, parce que les choses ont un sens dans une certaine relation avec le lieu où elles sont. Et chez ce qu'on appelle nous les habitants paysagistes, c'est-à-dire des gens qui ne séparent pas leur vie de leur création, leur lieu de vie. Moi, je trouve que échantillonner, enfin, vous me direz, c'est le principe même du musée, hein, de sortir de son contexte d'origine les objets. Mais dans le cas de la ferme Van Abel, très franchement, je ne vois pas bien. Mais cela dit, la conversation n'a même pas encore commencé. Et il ne s'agirait pas d'acheter de toute façon. Pas exagérer. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la collection d'art brut du LAM, parce que ce qui me semble intéressant justement dans ce cas particulier, c'est que ça introduit un peu une figure intermédiaire, un trait d'union entre le conservateur et le collectionneur, qui est ce que Panofsky appelait le connoisseur, qu'il qualifiait d'un historien d'art mutique. Mais en fait, beaucoup, et je trouve que c'est quelque chose de sous-estimé souvent dans le regard qu'on porte sur les collectionneurs, mais beaucoup de collectionneurs ont aussi contribué à conserver et à préserver des œuvres qui auraient certainement disparu s'ils n'avaient pas été là pour les collecter. Et c'est le cas de l'art brut, qui n'a pas d'abord été collecté dans des institutions, si ce n'est éventuellement dans des hôpitaux psychiatriques, de manière parcellaire. Et effectivement, le travail des collectionneurs en matière d'art brut, par exemple, est absolument fondamental et a été à l'avant-garde par rapport à celui des conservateurs. Mais les collectionneurs sont toujours à l'avant-garde, toujours, systématiquement. C'est jamais l'institution qui commence. Enfin, c'est un peu une généralisation abusive, mais 99% c'est vrai. C'est toujours les nouvelles idées, les nouveaux chemins viennent toujours des collectionneurs. Mais moi, je le dis en toute sincérité, je trouve que le musée est un très mauvais acquéreur. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'acquérir une collection constituée. On le sent très bien, et dans la collection de la Racine, et dans la collection du Tilleul Mazurel. Il y a une saveur, il y a une présence, il y a une âme, que la collection d'art contemporain, très respectable par ailleurs du LAM, mais constituée par
plusieurs conservateurs successifs. Il y a des très belles pièces, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Donc oui, les collectionneurs sont toujours à l'avant-garde de ce qui fait ensuite le fond du patrimoine. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. En effet, l'art brut n'aurait aucune existence institutionnelle sans la Racine, sans Bruno de Charme. J'espère que Bruno de Charme, un jour, le grand collectionneur d'ABCD, verra l'intérêt du musée. Pour l'instant, il ne la voit pas, ce que je comprends très bien d'ailleurs. C'est pas indispensable. Mais et sa collection est absolument magnifique. Mais voilà. Oui, le musée vient toujours après. D'où mon image de l'araignée. D'autres questions? Alors, on va terminer sur cette envolée positive de Sophie pour les collectionneurs. Ça m'est très agréable au cœur. Et je pense à vous aussi. Merci. Merci à Vincent Sator, galériste parisien qui monte de jeunes artistes. Merci aussi à tous nos voisins, les 100 galeries qui ont permis cette rencontre et qui nous permettent de voir ce qu'ils montrent. Merci à Stéphane d'avoir fait une carte blanche aussi dynamique. Je pense que vous êtes allés la voir. Ce sont tous des anciens artistes du Salon de Montrouge. Merci à Patrick, il a disparu. Ah mais non, je ne t'avais pas vu, excuse-moi, de nous avoir parlé du soleil, de ton œuvre, de ton travail, de ta relation avec des collectionneurs, et à Sophie qui est venue nous rejoindre après le vernissage ce matin d'une nouvelle exposition d'art brut qui s'appelle... C'est une rétrospective d'Aloïse Corbaz, donc l'une des figures historiques de l'art brut, mais qui est associée justement à des artistes contemporains et des artistes modernes. Et vous verrez, elle tient le choc. C'est une très belle exposition. Je ne l'ai pas faite, donc je le dis, vraiment très belle exposition. Eh bien, moi, Merci. je vais Je voudrais un seul instant. Donc, je n'ai pas terminé, je suis bavard aussi. Je voulais vous dire, peut-être certains d'entre vous n'ont jamais acheté une œuvre. Stéphane vous a dit qu'il y en avait à 20 €. Peut-être pas à 20 €, mais à 100 € il doit y en avoir. Non, c'est Vincent qui a dit qu'il en vendait à 20 €. Et acheter quelque chose, l'installer chez soi, c'est toujours un immense plaisir. C'est toujours une ouverture vers la création. Merci. C'est une très jolie phrase de la fin. Et c'est surtout une œuvre d'art, c'est la rencontre avec soi-même et c'est un coup de foudre, donc il faut se laisser porter. Moi, je tiens à vous remercier de votre présence, chacun et chacune, à te remercier Michel et Isabelle, et pour la qualité du débat et la qualité de vos interventions à vous quatre. Et bonne journée, bon après-midi et dégustez cette foire. Il ne s'agit pas de la visiter en 2 heures, il faut passer 8 heures au minimum pour y découvrir des choses. Bon après-midi à vous.